Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le podcast I Am. Merci. Bonjour Taco. Bonjour JM. Eh bien, on va commencer d'abord par remercier la radio HDR qui nous permet d'enregistrer le podcast dans des bonnes conditions. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on reçoit Taco qui va un peu nous expliquer un peu tout ce qu'elle fait. Tout. Ouais, tout, peut-être pas tout, Okay. Mais... L'essentiel. L'essentiel, ouais, Okay. L'essentiel. Donc j'ai voulu te recevoir parce que tu as un parcours qui peut être très motivant, très enrichissant pour beaucoup. Donc je vais te laisser te présenter. Ok, alors moi c'est Taco Diallo, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants, une ado de 15 ans, bientôt 16, et un petit garçon de 4 ans et demi. Et je suis dans la vie de tous les jours enseignante en lycée professionnel, en économie-gestion, donc professeur de commerce, on dit habituellement, à Elbeuf, Okay. au lycée Buisson. Et à côté de ça, depuis 2015, je suis élue. Donc en fait, je suis conseillère départementale au département de Seine-Maritime, sur le canton de Grand-Quevilly, en binôme avec Nicolas Rouly. Et je suis aussi conseillère municipale déléguée au sport sur la ville de Grand-Quevilly. Et conseillère métropolitaine, à la métropole Rouen-Normandie. Voilà. Voilà. Ouais, pas mal comme présentation. Alors, Taco, tout ça a commencé où? Tu es né où? Alors, je suis née au Sénégal. Okay. Je suis née dans un petit village près de Bakel. Donc, c'est le Sénégal oriental. C'est entre la frontière mauritanienne et malienne. En fait, je suis née le long du fleuve Sénégal. Et je suis arrivée en France à l'âge de 6 mois, suite à un regroupement familial. Ma mère et moi avons rejoint mon père, qui travaillait déjà en France depuis quelques années. Il était jeune immigré, comme on dit assez habituellement. Voilà. D'accord. Et vous habitiez où lorsque vous étiez petite comme ça? On est arrivé à Grand Couronne quelques mois. Et puis après, un logement a été proposé à mes parents à Petit Couronne, sachant que mon père travaillait donc chez Carnot. C'était sur la zone portuaire, donc à côté. Je pense que c'était lié. C'est un peu ce qui nous a amenés à Petit Couronne. Lui, au début, il était en foyer Sonacotra. Et puis, le parcours classique de l'immigré des années 70-80, quoi. Il s'est installé avec sa femme et sa fille, et puis d'autres sont arrivés après. D'accord. Bah justement, toi, tu es l'aîné? Oui, de la famille? Oui, tout à fait. Okay. Je suis l'aînée, et puis derrière sont arrivées mes sœurs, et puis après, un peu plus tard, les petits frères. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille polygame, où on a tous été élevés ensemble. Il n'y a pas de distinction entre les mamans. C'était vraiment un refuge et... une enfance où on n'avait pas grand-chose, mais on peut dire qu'on s'est éclaté parce on se suivait un peu. Donc en fait, on a énormément joué ensemble, on a appris ensemble, on s'est tous élevés les uns les autres et voilà. Donc une belle enfance à Petit Couronne dans une famille nombreuse. D'accord. Et souvent dans les familles comme ça, polygames, les mamans ont généralement des enfants à peu près au même âge quasiment. Oui. Est-ce que toi, tu as un peu un jumeau ou une jumelle? Non, parce que moi, ma belle-mère est arrivée plus tard. D'accord. Donc, du coup, j'étais la plus grande et j'ai pas vraiment d'équivalent. Ma sœur Mariam arrive 2 ans après. Et puis, après, il y a Memouna. Et là, on commence à avoir, du côté de ma belle-mère, les garçons qui arrivent aussi, Seydou et tous les autres. Et là, effectivement, il y a des espèces de jumeaux, comme on dit. Ouais. Mais non, moi, j'étais vraiment la grande. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Toi, bon, déjà, tu étais la grande sœur. Ouais. Et au niveau caractère, t'étais comment? J'étais plutôt discrète, d'accord, plutôt craintive. Et puis, j'ai été élevée plutôt à la dure du côté de ma mère qui voulait qu'on ait un comportement quand même hyper carré. Donc, je suis un peu celle qui a pris pour les autres. Okay. Donc, j'avais très peu confiance en moi. Je pense même avoir été à l'école plutôt de ceux qui se faisaient embêter que de ceux qui embêtaient. Quand on voit mon caractère aujourd'hui, on se dit, tiens,
c'est bizarre parce Ouais, que ouais. c'était pas le cas avant. Mais non, ouais, pas une petite fille confiante, plutôt craintive et heureusement que j'étais plutôt bien entourée parce que ouais, c'était pas simple tous les jours. D'accord, donc tu faisais pas partie des meneuses, quoi. Non, T'étais... non, 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 non. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. En tout cas, en primaire, au collège, j'étais plutôt une suiveuse. J'ai commencé à m'affirmer à la fin du collège et au lycée où vraiment j'ai commencé à me sentir bien dans mes pompes et à être plus à l'aise. Voilà. D'accord. Ouais. Et ça, c'était plus à l'extérieur, tout ce qui était à l'école, tout ça et tout. Mais au sein de la famille, vu que c'était toi, la grande sœur. Ah bah au sein de la famille, clairement, comme je te disais, moi j'ai pris cher hein, Mhm. parce que enfin voilà, il fallait partager, il fallait s'occuper des autres, il y avait les tâches ménagères, il y avait l'exigence de réussir à l'école, mais moi j'avais personne pour m'aider, Mhm. donc j'étais plutôt une élève moyenne en primaire. J'ai complètement décroché au collège et j'ai rattrapé le wagon au lycée. Donc Ok. ouais non, j'ai eu un gros passage à vide au collège où c'était compliqué. Après, c'était lié aussi au décès de mon père quand j'avais 14 ans. Donc, tu vois, Mhm. période pas Ouais, facile. ouais, ouais. Donc, voilà. Mais non, j'étais... j'avais pas le choix, quoi. Enfin, on te disait de faire ça, tu le faisais. Et puis, c'est tout, tu discutais pas. Et puis, mais c'était cool, parce qu'on s'entendait bien. Les Ouais. frères et sœurs, vraiment, tout le monde s'entendait bien. Et du coup, c'était une enfance heureuse quand même. D'accord. Et donc, tu n'étais pas obligé vraiment de recadrer tes frères et sœurs, Non. de tout ça. Enfin, vous tous, vous étiez une famille Ouais, assez unie. on Enfin, était tout le monde. unis et puis mine de rien, j'ai quand même de l'écart avec mes frères et sœurs, mais j'en ai pas tant que ça. Et puis finalement, moi, quand j'avais un peu de liberté, c'était pour la vivre avec mes amis, pas pour faire la police auprès des petits frères et sœurs. Donc en fait, chacun s'est un peu géré. Non, j'étais pas Ouais. celle enfin voilà, qu'on craignait ou quoi que ce soit. Au Ouais. contraire, non, non, non. Ils étaient plutôt chambreurs avec moi, les petits frères et sœurs, parce qu'ils étaient plus nombreux. Donc non, non. Ok. Ouais. Et donc, au niveau scolaire, comment ça se passe? Tu me disais que là, t'as eu un petit trou à peu près Ouais, en au 14 ans, collège. tout ça, Ouais, ouais. au collège, j'ai rien fichu, Mhm. même avant. Hein, même, tu vois, enfin, dès la sixième, je sais pas, moi, c'est le collège. Avec du recul, j'apprends que beaucoup ont eu ce passage à vide, que le collège, ça n'a pas été simple. Mais moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. Clairement, je n'ai absolument rien fichu au collège, à part les bêtises. Ouais. Et puis, au lycée, on m'a orientée vers une filière. À l'époque, on disait STT, maintenant c'est STMG, donc c'était tout ce qui était tertiaire. Et puis en fait, j'ai accroché tout de suite. Et Mhm. vu que ça me plaisait, je me suis mise à bosser. Et je faisais partie des meilleurs élèves de la classe, tout en gardant quand même ce côté un peu filou où je n'étais pas la dernière à être dans les mauvais coups, mais enfin voilà, en mode plutôt discrète, à pas me faire remarquer et à essayer de pas me faire prendre. Donc, et là, puis là, le caractère s'affirmait, donc Ouais. j'étais plus à l'aise. Petit à petit, ouais, tu t'affirmais C'est ça, avec les études aussi. avec les Vu études que les aussi. notes, ça allait et tout ça, Ouais, donc la confiance commençait à venir d'autant c'est plus. ça, c'est ça. D'accord, d'accord. Ensuite, tu es en secondaire. Ouais, Et c'est ça. Donc donc je passe le lycée. Tu me parles de mon profil toujours oui, études. oui, oui. Ouais, donc après le lycée, là, tu sais, on se cherche un peu. Donc je vais à la fac, je m'inscris en socio. Je sais même pas ce que c'est la socio. Donc je découvre les joies du campus à Mont-Saint-Aignan. D'accord. C'est rigolo. Je fais pas grand-chose encore. Je traîne avec les copains. Et puis, à un moment donné, premier partiel, petite grosse claque. Ouais. Et je me dis, ah, c'est pas bon. Donc, je me suis réorientée. En fait, j'ai postulé en BTS. Et donc, j'ai été prise en BTS Action commerciale, donc dans la lignée de ce que je faisais finalement au lycée. Mhm. Et là, pareil, je me suis remise au boulot. Dans les meilleurs élèves de la classe. Je crois que je suis arrivée deuxième de la promo à la fin du BTS. Et après le BTS, j'ai postulé pour une licence en marketing et commerce sur Internet. Donc, je te parle de ça, c'était il y a 20 ans. Donc, c'était des débuts du marketing un peu en ligne. Et donc, cette licence était en région parisienne. Et donc, avec recommandation, il fallait une lettre de recommandation des enseignants. Ils te faisaient passer des tests. Enfin, tu vois, on était triés sur le volet. Donc, j'ai été retenue dans cette licence où j'ai rencontré
plein de gens de milieux différents et d'autres horizons que la Normandie. Donc ça, c'était super expérience. Tu vois, tu commences à devenir un peu un adulte là. Tu te dis, ça devient sérieux. Et après cette licence, j'ai postulé dans plusieurs masters et donc où j'ai été admise. Donc il y en avait un en commerce électronique, mais il était en région parisienne. J'avais envie de revenir en Normandie, moi, parce que je n'aimais pas trop être loin finalement. Et puis du coup, j'ai été retenue au Havre dans un master marketing et commerce international. Voilà, et du coup j'ai fait 2 ans de master et là ça commençait à devenir sérieux en termes de bagages. Ah bah oui, je vois ça. Donc là tu es en master et tout, et bon, tu as fait des stages et tout ça, je pense. Ouais. Professionnellement, tu te dirigeais vers quoi ? J'aurais aimé être chef de produit. J'aurais aimé être chef de produit, mais à l'époque, et je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, il fallait faire des grandes écoles pour être chef de produit. Et pour faire des grandes écoles, il fallait avoir de l'argent. Et moi, j'en avais pas d'argent. Et ma mère non plus. Donc du coup, je suis allée plutôt dans le public, dans des super formations, parce que l'université où j'étais, donc c'était la faculté internationale du Havre, c'était génial. Il y avait plus de 120 nationalités différentes. Ils avaient des accords avec des universités du monde entier. C'était vraiment des professeurs de qualité. Moi, j'ai rencontré des gens géniaux. Une formation hyper professionnalisante et hyper intéressante. Sauf que quand tu sors pas d'une grande école, c'est compliqué de plaire aux grands groupes français ou internationaux. Donc voilà, moi je suis après ça, j'ai postulé un peu à droite à gauche, ça répondait pas trop. Et puis j'ai Decathlon qui m'a rappelé pour être chef de produit, mais en magasin, tu vois, donc tu es responsable d'univers, en gros, tu es responsable de rayon. Tu comptes pas tes heures, t'es pas payé grand-chose, mais tu as un statut de cadre, mais t'es pas payé grand-chose. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi et que je méritais autre chose, quoi. Enfin, tu vois, je commençais à bloquer un peu. Donc j'ai commencé à réfléchir. À ce moment-là, je venais d'avoir AIC, donc qui était bébé. Je me suis dit, voilà, moi, passer mes journées dans un magasin de 8h le matin à 20h le soir à ramasser les chaussures parce que les gens... Enfin voilà, tu vois, ça me gonflait en vrai. Et puis je me doutais bien que c'est pas comme ça que je deviendrais chef de produit chez Decathlon. Bref, donc j'ai commencé à réfléchir et il s'avère que pendant mes études en master, je bossais à côté en tant qu'assistante d'éducation au lycée Val-de-Seine. D'accord. Et en fait, j'étais au contact d'ados. Et en fait, il y avait une affiche dans la salle de pause des surveillants. On avait une affiche qui parlait de passer le concours de prof. Donc j'ai commencé à me renseigner et là j'ai vu que dans ma discipline, dans ce que moi j'avais appris, il y avait un concours. Du coup j'ai décidé de le passer, de passer ce concours, de m'inscrire en prépa pour le passer. Et AIC avait 1 mois à l'époque. Ah oui. Ouais. Donc je suis retournée à l'école Ouais. avec un bébé qui avait 1 mois. Un mois et demi. Tu es retournée à l'école au Havre ou ici ? Non, ici, à Mont-Saint-Aignan, à Mont-Saint-Aignan. l'IUFM, en fait, il y avait une prépa pour les futurs profs. C'est pareil, tu t'inscrivais, c'était une prépa. Soit c'était financé par les employeurs, soit par le Pôle emploi ou des choses comme ça. Moi, j'ai arrêté chez Decathlon, donc j'étais au Pôle emploi. Donc j'avais bien la pression, parce que je ne gagnais pas grand-chose. Je me suis dit, je vais passer le concours, il faut que je l'ai, et puis je vais devenir prof. Voilà. Donc ça y est, tu étais déterminée, puis tu l'as obtenu. J'ai obtenu le concours du premier coup. Et donc, du coup, je suis devenue professeure stagiaire l'année suivante. Ah ouais, avec un bébé en bas âge ? Avec un bébé en bas âge. Du coup, elle avait 1 an, je crois, quand je suis allée passer les oraux à Marseille, elle avait... elle devait avoir 1 an. Les oraux à Marseille ? Oui, parce que les écrits, c'était à Rouen, mais après, les oraux, c'est dans une seule ville de France pour tout le monde. Et pour mon concours, c'était à Marseille. Donc voilà, j'ai pris le train, je suis allée à Marseille, j'ai passé mes oraux. Je me suis dit, il faut que j'ai le concours. J'ai eu le concours. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ok, donc là, tu obtiens ton concours. Ouais. On est à quelle période ? On est en 2010. 2010. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Ici, avait 1 an, 2010. Ouais. Ok. Et donc là, tu te mets à postuler pour un emploi. Ça se passe comment ? En fait, quand tu as le concours, du coup, tu deviens professeur stagiaire et donc tu es affecté. Tu fais des vœux parce que
Ils prennent en compte ta situation familiale, les postes qui sont disponibles, ton âge, etc. Et puis là, tu fais des vœux. Et puis, si tu as de la chance, tu restes près de chez toi. Sinon, souvent, les jeunes profs sont envoyés en région parisienne. Moi, j'ai eu de la chance. Ayant AIC, j'avais pas mal de points. Donc, du coup, je suis restée sur Rouen. Et j'ai été nommée stagiaire à Louviers. Ok. Voilà, ce qui était plutôt pas mal. Donc j'ai fait une année de stage à Louviers. J'avais un professeur titulaire qui s'occupait de moi, qui me drivait. Mais on m'a donné une classe. En fait, j'étais professeur à temps plein. J'avais 18 heures par semaine, plus ma préparation de cours, plus la formation à l'IUFM tous les mercredis. Ah oui. Voilà. Ok, donc ça faisait office de formation. C'est ça. On Ouais. avait une journée par semaine de formation avec des professeurs et le reste du temps, j'étais prof, mais il fallait que je prépare mes cours et puis il fallait que je demande de l'aide à ma tutrice quand j'avais besoin. D'accord. Ouais. Et donc, pour bien comprendre, lorsque tu es en stage comme ça, par exemple, tous les mercredis, là, Oui. tu te retrouves pas seul face aux non. élèves? Non, le mercredi, je suis avec d'autres professeurs de plein de disciplines différentes. D'accord. Et on nous apprend comment réagir face à des situations difficiles, comment construire un cours, comment faire de la transversalité. Enfin, tu vois, c'est tout. Là, vraiment, on est entre professeurs face à des professeurs D'accord. qui ont, eux, de l'expérience. Ok. Et le reste de la semaine, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'étais au lycée face à mes élèves. Voilà. Et là, tu te débrouilles. Et ta première fois Ouais. seule face aux élèves? C'est chaud. C'est chaud parce que ma première fois face aux élèves, je demande à une gamine de lire un texte. Et en fait, il s'avère que elle savait à peine lire. Elle avait beaucoup, beaucoup de mal. Et ça, quand on ne connaît pas les élèves, c'est compliqué. Donc déjà, j'avais déjà fait une bourde. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un élève de lire un texte. Il faut apprendre à les connaître et il faut demander aux volontaires de le faire. Ok. Donc ça a été un peu chaud. Et puis, c'était pas un public facile parce que le public en lycée professionnel n'est pas toujours un public simple, dans le sens où souvent ce sont des élèves qui sont fâchés avec l'école depuis un moment. Mhm. Et du coup, il faut essayer de leur faire raccrocher le wagon et leur faire comprendre que là, il y a peut-être un truc à jouer pour soit une poursuite d'études, soit pour rentrer dans la vie active, mais de manière efficace avec un diplôme et autres. Donc, un public qui parfois traîne des bagages familiaux, sociaux et scolaires pas simples. Donc voilà, mais moi j'ai tout de suite compris que ça me plaisait et que j'avais envie de faire ça et que le milieu de l'enseignement Ça te était... plaisait? Ouais, ça me plaisait. La transmission C'est et ça. tout. C'est ça, Tu te sentais bien, Ouais. tu te sentais à l'aise là-dedans? tout à fait. Bon, c'est parfait ça. Ouais. Et donc, c'était des élèves de quel niveau à peu près? C'était des secondes, j'avais les 3 niveaux. J'avais des secondes, premières, terminales. On m'a donné les 3 niveaux, donc j'avais des élèves qui avaient entre 14, parce que tu as des élèves qui arrivent quand même assez jeunes, tu sais, s'ils sont de fin d'année, donc entre 14 et 17, 18 ans. Parce que tu avais même des élèves qui étaient majeurs parfois, parce qu'en fait, il suffit qu'ils aient redoublé. Ah oui. Et dans ces cas-là, tu avais des élèves qui étaient majeurs. Mais enfin voilà, tu avais tout, tu avais des gamins... hyper sympa, tu avais des élèves qui pouvaient te pourrir ton cours, un seul élève pouvait te pourrir ton cours parce qu'il avait décidé qu'il n'avait pas envie d'être là. Enfin voilà, tu avais des gamins hyper attachants, tu avais des gamins qui avaient beaucoup de difficultés mais qui s'accrochaient tellement qu'ils réussissaient quand même. Tu avais des têtes à claques et tu as des gamins qui fonctionnent à l'affect. C'est Ouais. beaucoup d'affect en lycée professionnel et en fait le professeur a été, en tout cas à l'époque, moi quand j'ai commencé, était presque une extension du père ou de la mère parce qu'en fait, ils s'attachent à toi et ils veulent que tu sois là pour eux. Ce qui n'est pas le cas en lycée général où en fait c'est très descendant. Le prof, il récite entre guillemets le cours et puis les élèves doivent à partir de ça appliquer. Nous, c'est l'inverse. On part de cas concrets et on les amène à une synthèse derrière. Donc tu vois, le rapport est pas... Oui, il est un peu différent. Il est un peu différent. Oui, oui. Ouais, ouais. Faut que ce soit concret pour eux. Faut que tu ailles à l'essentiel. Faut que tu leur parles d'entreprise. Faut que tu leur parles de telle situation. Faut que tu les mettes dedans. Faut que tu leur dises vous êtes vendeur dans telle enseigne. Vous avez telle ou telle mission. Vous devez accomplir telle ou telle chose. Et eux, avec toi, ils arrivent à un objectif et derrière, ils ont accumulé un certain nombre de connaissances sans forcément s'en rendre compte. Ah oui. Sans apprendre une leçon, en fait. Ouais. Ils se mettent dans le rôle C'est directement. C'est ça. Et puis ils s'imaginent les situations. C'est ça. Et puis, C'est ça. Ils mettent en pratique. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Ouais, ça. non, carrément. C'est pas mal, Ouais, pas mal. Donc ouais. ça t'a plu directement? Ça m'a plu. Donc une année de stage. Et puis là, tu as ton chef d'établissement d'accueil et ton professeur
référent, celui qui est ton tuteur, et l'inspecteur qui décide de est-ce qu'on en fait un prof ou est-ce qu'on prolonge son stage pour vérifier ou est-ce qu'on ne le confirme pas. Et dans ce cas-là, on considère qu'on ne peut pas le mettre devant des élèves. Et voilà, moi j'ai été titularisée et là je suis devenue officiellement fonctionnaire de l'éducation nationale et j'ai dû refaire des vœux pour espérer rester dans l'académie, avoir un lycée près de chez moi. Et là, patatras, j'ai été nommée à Gisors. Ok, donc tu peux expliquer un peu Gisors en termes de kilomètres par rapport à chez toi? Gisors, c'est pas très loin de chez nous en termes de kilomètres, mais c'est hyper galère pour y aller parce que c'est que de la départe. Tu croises les camions là avec la betterave dans les champs de betteraves. Tu mets 1h30 pour y aller alors que ça doit être à 60 bornes, je crois, de Grand-Queville, même pas, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas voulu y aller. J'ai négocié avec les syndicats et en fait, au vu de ma situation familiale, j'étais toute seule avec AIC, ils ont trouvé une solution et on m'a nommée TZR. Donc, ça veut dire quoi, TZR? Titulaire sur une zone de remplacement. D'accord. Donc, en fait, on m'envoyait un peu partout sur l'académie, sur des zones, sur des remplacements ponctuels. Mais l'idée de ça, c'était de m'aider à avoir des remplacements près de chez moi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai beaucoup bossé à Élisa-le-Monnier, à Petit-Queville. J'ai bossé à Val-de-Seine, j'ai bossé à Elbeuf. Mais de temps en temps, tu vois, on m'envoyait quand même à Vernon, à Évreux, à Aristide-Briand, tu vois. Donc, je me suis baladée, mais en fait, ça a été une expérience riche parce que c'était pas facile. En fait, des fois, on me disait... la semaine prochaine, tu remplaces tel collègue qui n'est pas là pendant 15 jours, 3 mois, 2 mois, peu importe. Tu le remplaces au pied levé. Tu dois préparer les cours pour telle ou telle matière avec des élèves que tu connais pas, des collègues que tu connais pas, dans un bahut que tu connais pas. Des fois, c'est à 10 minutes de chez toi, des fois, c'est à 2 heures. Voilà. Ah ouais. Et puis t'arrives, bim, c'est une nouvelle découverte à chaque fois. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais avec des fois des remplacements très longs. Hein. Des fois, pendant 2 ans, j'étais sur Elbeuf. Tu vois, j'ai fait 2 années d'affilée à Elbeuf. J'ai fait Élisa-le-Monnier. Je sais que j'ai fait 2 rentrées entières à Élisa-le-Monnier aussi. J'ai fait une moitié d'année à Val-de-Seine. Donc des fois, c'était très reposant. Mais des fois, je te dis, j'étais 15 jours... Et on m'a même renvoyé à Gisors. Ah oui. Un jour, j'ai dû aller à Gisors. Ils se sont rappelés de toi, ils se sont rappelés de moi, ils m'ont envoyé à Gisors, mais après, ils ont retrouvé une solution et je suis revenue. Ok, et donc là, tu enseignes la compta gestion? Non, pas la compta. Moi, j'enseigne la vente, le commerce, l'économie droit, l'économie gestion. Voilà. Okay. Ouais, la compta, c'est encore un autre concours. C'est pas mon métier. Non, je suis pas bonne en compta. Ok. Je forme des futurs vendeurs. Des futurs vendeurs en magasin qui, derrière, ont pour objectif soit de bosser direct en tant que vendeur et de monter les échelons après en magasin, soit poursuivre en BTS et autres et devenir manager de rayon, responsable de rayon, etc. Voilà. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu disais que des fois, tu avais plusieurs niveaux de classe? Oui, toujours. Okay. Toujours. Tu as toujours plusieurs niveaux de classe et tu as toujours différentes matières. C'est-à-dire que là, par exemple, à la rentrée prochaine, j'ai économie droit avec telle classe, mais je les ai aussi en vente. Je vais avoir une autre classe en éco-gestion et puis un autre niveau. Donc, en fait, tu as plusieurs matières, tu as plusieurs niveaux. Donc, en fait, ça fait plusieurs cours à préparer. Voilà. Mais après, c'est un pli à prendre, quoi. C'est une habitude. Et puis, en plus, tu vois l'évolution des élèves, puisque... Ça se trouve, tu les as d'une année sur l'autre. Donc, souvent, on les suit. Ouais. Souvent, ça dépend des équipes pédagogiques, mais nous, à Elbeuf, effectivement, on essaie de suivre les élèves. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal aussi, cool. Parce que même les élèves, comme tout à l'heure, tu disais, des fois, il y a de l'affect et tout. Donc, ils aiment bien, ils savent qu'ils sont avec toi. C'est ça. Ou pas, des fois, parce que... Comme parfois, il y a des élèves avec qui ça colle et il y en a avec qui ça colle pas. Donc, des fois, ils espèrent ne pas te revoir et c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, on croise... Moi, il y a encore pas longtemps, j'ai croisé une ancienne élève. Je ne l'avais pas reconnue tout de suite parce qu'elle avait un peu changé. Et en fait, elle est manager dans un point de vente sur Rouen. Elle s'en sort. Elle avait poursuivi ses études. On recroise des gamins comme ça qui ont réussi et on est hyper heureux pour eux, quoi, parce que nous, c'est notre objectif, en fait. Moi, je leur dis souvent, les élèves avec qui on se prend la tête et puis qui me disent, mais de toute façon, vous ne m'aimez pas. Ou... Je leur dis, mais moi, je ne suis pas là pour vous aimer. Je suis là pour vous transmettre un savoir. Vous le prenez, vous le prenez pas, tant pis pour vous, quoi. D'accord. C'est vrai. Et puis,
C'est vrai que des fois, au début, c'est un peu dur. Ils le prennent peut-être pas bien, Ouais. mais au fur et à mesure de l'année, ils s'aperçoivent aussi. Qu'on est là pour eux en fait, Ouais. et que plus les années passent, plus c'est compliqué, parce que la relation même avec les parents est moins simple qu'avant. Mais ouais, l'idée en fait, c'est de leur faire comprendre qu'en fait, nous, le matin, on se lève. Moi, je le dis, enfin, c'est vraiment mes phrases fétiches, hein. On a tous, les profs, on a toujours des phrases fétiches là. Ouais. Moi, c'est je me lève pas le matin pour casser de l'élève. Le jour où je me lèverai le matin pour casser de l'élève, bah faut que je change de boulot en fait, faut que je fasse autre chose. C'est que ça a pas de Oui. sens en fait. Ouais, t'es plus à ta Bah non, place là. c'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Écoute, on va passer à la partie politique, on va Ouais, dire. ouais. Qu'est-ce qui t'a mis dans cette direction? Ça, c'est un peu drôle. En fait, à Petit Couronne, donc je faisais du basket et mon ancien entraîneur de basket, qui était un ami aussi, s'était impliqué dans la vie de la section du Parti socialiste local de Petit Couronne. Et il m'avait dit, bah, ce serait bien que tu viennes, que tu fasses des propositions, ça peut être intéressant au vu de ton parcours, etc. Donc j'étais venue un peu comme ça, sans trop savoir. Et puis, c'était à l'époque où François Hollande Ok. était pressenti pour peut-être devenir le futur président de la République. Et puis, voilà, j'ai commencé un peu à militer dans cette section. J'ai travaillé un peu avec eux avant ça sur les municipales pour le maire de l'époque à Petit Couronne. Enfin voilà, j'ai participé un peu au projet. Apporter des idées en tant Mhm. que jeune ayant habité la commune. Et puis, en fait, bah, ça a accroché. Donc, j'ai pris ma carte au PS. Et puis, en étant militante, finalement, tu rencontres des gens, tu fais campagne, tu tractes, tu vas sur les marchés, tu rencontres les élus du coin. Et puis, bah, voilà, tu es un peu repéré. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, après les municipales, après les présidentielles, tout ça, arrivait derrière les départementales. Et il s'avère que pour ces départementales, la loi avait changé entre deux et que on n'élisait plus une femme ou un homme, on élisait un binôme. Il y avait une espèce de parité qui se faisait. D'accord. Sur un canton, tu élisais un homme et une femme. Et en fait, les cantons avaient été redessinés. Et il s'avère que le canton de Petit-Couronne et de Grand-Quevilly ont fusionné. Et c'était 2 hommes qui Ok. représentaient, dont le maire de Petit-Couronne. Voilà. Donc le maire de Petit-Couronne de l'époque s'est retiré et a dit je me retire, mais moi, je veux que ce soit elle. Ah, Il s'avère directement. que elle, c'était moi. Ok. Donc ils sont venus, ça arrivait comme ça. Et puis on m'a présenté un peu le truc. Je savais même pas vraiment ce que c'était un conseiller départemental. On m'a présenté mon futur binôme à l'époque, que j'avais déjà croisé mais que je connaissais pas beaucoup. Ça a matché tout de suite. Et puis voilà, ça s'est lancé un peu comme ça. Et donc je suis devenue candidate au départemental avec Nicolas Rouly, maire de Grand-Quevilly, actuel maire de Grand-Quevilly. Et puis on a fait campagne. Voilà, on a été face à d'autres couleurs politiques. Mhm. Je crois qu'il y avait les écologistes, il y avait la droite classique, je ne sais plus si c'était les LR. Il y avait les communistes, il y avait le Front National à l'époque, je crois que c'était encore le Front National. Et voilà, on s'est retrouvés au second tour avec le Front National, face au Front National. Donc voilà, enfin, première campagne, tu te dis, bon, bah ok, Ah ouais. faut battre le RN. Et on les a battus à plat de couture. Ok. Ouais. Et comment ça se passe? Il y a des meetings, il y a... Ouais, il y a des meetings, il y a des réunions publiques, il y a du tractage, il y a tu vas à la rencontre des gens sur différents événements, des événements associatifs. Mhm. Il y a les fêtes de fin d'année pour les personnes âgées aussi. C'est des lieux où tu rencontres les électeurs. Enfin Ouais. voilà, il y a... Et puis, bah, normalement, comme c'est un mandat local, les gens sont censés un peu te connaître. Et en fait, il s'avère que Petit Couronne, c'est pas très grand. Et moi, à Petit Couronne, bah, je connaissais beaucoup de monde parce que j'avais grandi là. Toute ma vie était là. Du coup, ça joue aussi parce que quand tu as fait du basket à Petit Couronne, que tu as été au collège à Petit Couronne, que tes enseignants étaient eux-mêmes Petit Couronnais, etc., bah, en fait, il s'avère que sur une ville de 8000 habitants, bah, en fait, les gens, ils te connaissent. Ils savent qui t'es, ils savent ce que tu fais. Et puis, et voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait campagne, on s'est fait connaître et ça a matché, quoi. Eh ben, dis donc. Ouais. Donc, vous battez le Front Le Front National. National. Et du coup, je deviens la première femme noire élue au conseil départemental de Seine-Maritime.
Bravo. Voilà, faut le noter quand même Oui. parce que moi, ça m'a marqué. À l'époque, il y avait Mamadou Diallo, qui était élu de Rouen, d'un des cantons de Rouen. Et j'ai été élue pendant un mandat avec Mamadou. Et j'étais très, 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 très fière parce qu'on représentait quand même quelque chose, mine de rien. Je ne suis pas du genre à jouer la carte communautaire ou autre, mais en termes de représentativité, je Tout à trouve que fait. ça apportait quelque chose. Ouais. Donc, ouais, il y avait ce petit truc-là que moi, je n'avais pas noté tout de suite, mais un jour, une journaliste m'a fait remarquer, m'a dit « Vous êtes la première femme noire du conseil départemental de Seine-Maritime. » Ok. Bah oui. C'est vrai que tout à l'heure, tu disais que voilà, tu es arrivé du Sénégal, Ouais, que ton papa était déjà là ouais. depuis plusieurs moments, C'est enfin ça, depuis ouais. un bon bout Un de bon temps. moment, ouais. Donc voilà, donc ça veut dire que t'es pas la seule dans ce cas-là. Non, On sait très bien qu'en Normandie, le nombre de personnes qui sont arrivées, ouais. qui ont grandi, et donc forcément, la représentation au niveau politique, elle est pas là. Elle n'était pas là. Et elle l'est encore pas suffisamment à Non. mon goût, mais après ça c'est Oui. une pensée personnelle, mais ça a évolué dans le bon sens, il faut dire ce qui est. Oui, Au-delà même de la couleur de peau, dans toute la représentativité. Moi ce que j'aimais bien dans notre groupe politique, c'est que quand on est arrivé, dans notre groupe il y avait des éducateurs sociaux, il y avait des enseignants, il y avait des hommes, des femmes de tout âge, il y avait des retraités. Tous les milieux socio-professionnels étaient représentés. Et ça, je trouvais que c'était une fierté parce qu'en fait, on avait les pieds sur terre. On était connectés avec les gens qu'on représentait au département de Seine-Maritime. Et pour le coup, je trouvais que ça avait... ça a du sachant qu'on sens. était l'opposition, parce qu'en plus... donc nous, on a gagné sur le canton, mais notre groupe n'a pas gagné au département. On ne fait pas partie de la majorité départementale, donc on est dans l'opposition. Et en fait, représenter la Seine-Maritime dans l'opposition, c'est pas chose simple, parce qu'on a des idées, on a des choses à défendre, on essaie de protéger certains droits, certains acquis. Et il faut combiner avec tout ça, et c'est hyper enrichissant, quoi. C'est pas simple. D'accord. Ça fait, ouais, c'est costaud, hein, Ouais, c'est du costaud. c'est ça. Ah ouais, ouais. Comment tu apportes des solutions aux problèmes qui peuvent être présentés? Oh, c'est toujours des cas hyper concrets. Parce Mm. qu'en fait, le département de Seine-Maritime gère énormément de choses dans ce que... je ne vais pas toutes citer, mais par exemple, les collèges dépendent du département. C'est les départements qui gèrent les collèges. Ce sont les départements qui gèrent certaines routes départementales. Depuis quelques années, le versement du RSA aussi dépend du département. Donc en fait, c'est une diversité de décisions politiques qui sont prises par une majorité, qui n'est pas la mienne. Et nous, derrière, en fait, on essaie quand même d'être force de proposition. On combat les idées pour lesquelles on n'est pas d'accord avec eux. On essaie de faire bouger les lignes, mais bon, ils ont la majorité. Donc clairement, quand on vote, à un moment donné, s'ils n'ont pas changé d'avis, c'est eux qui décident. Ouais. Voilà. Quand je suis arrivée, une des premières décisions qui a été prise par la nouvelle majorité, ça a été de supprimer les bourses aux collégiens. C'était 5000 familles qui touchaient les bourses aux collégiens de Seine-Maritime. Ouais. Voilà. Donc ma première prise de parole, elle était pour essayer de leur faire changer d'avis. Ça n'a pas marché. Non, mais c'est des cas concrets, comme C'est tu des dis, cas et concrets. ça parle à beaucoup de gens. C'est ça. Ça parle à beaucoup de gens. C'est ça. Ouais. Donc c'est les subventions aux associations aussi, tu vois, c'est le sport amateur. Non, c'est plein de choses. Et du coup, c'est tellement riche et tellement varié que forcément, à un moment donné, tu as forcément des choses à apporter, tu as forcément des choses à dire. Et tu as toujours quand même une oreille attentive quelque part, qu'elle soit dans l'opposition ou dans la majorité. L'idée, c'est de construire et d'avancer ensemble. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc tu disais que vous n'avez pas la majorité. Non. Mais est-ce que depuis, il y a des décisions ou des prises de parole que tu as faites Oui. qui ont pu faire basculer une décision de la majorité? Moi directement non, mes prises de parole sont pas fréquentes. Bizarrement, c'est pas quelque chose pour une prof. Tu vas dire c'est bizarre. J'aime pas trop ça, prendre la parole, et notamment au département ou en public. Je suis pas à l'aise avec l'exercice. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais non, souvent on va intervenir sur certaines choses pour leur faire remarquer que on a remarqué que là-dessus c'était pas assez. Donc on alerte.
Et on alerte aussi l'opinion publique. Public. Mais non, il est arrivé, oui. Alors après, je n'ai pas de cas concret là, mais il est arrivé que parfois, on arrive à les alerter sur certaines choses ou à leur faire changer d'avis sur certaines décisions. Toutefois, ça va être un montant de subvention, hein, Oui. mais ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Mais l'idée, c'est vraiment toujours d'essayer d'avoir un échange constructif avec eux et vraiment d'être vigilant aux décisions qui sont prises par la majorité, quoi. Et donc, de ce fait-là, tu es une personne publique. Oui, Donc, petite, oui, petite. mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il t'arrive ou est-ce qu'il est arrivé forcément que tu parles dans les médias ou Un médias, peu. journaux ou Ouais, alors au début, je crois que j'avais dû répondre à une interview pour le magazine Amina. Ouais, c'est ça, sur mon parcours. D'accord. Et puis peut-être, il y a dû avoir quelques articles de presse sur Nicolas et moi au niveau de Grand Quevilly. Ouais, il y a eu quelques interviews au début. Après, quand t'es pas dans la majorité, t'intéresses pas plus que ça. Enfin, tu vois, au département, quand il y a des décisions qui sont prises, ce sont les vice-présidents et le président du département qui sont interviewés. Et puis, à la limite, le meneur... le président du groupe d'opposition, tu vois. Mais l'élu en tant que tel, sauf cas particulier dans son canton, on ne va pas spécialement venir le chercher. Et c'est pas propre à moi, c'est de manière générale. Ouais. Voilà. On est plus dans l'ombre, en fait. On est plus sur le terrain. On est sur le terrain, on est au quotidien avec les habitants. On répond à des doléances par mail, par audience, des coups de téléphone, et on essaie de trouver des solutions avec les habitants quand ils ont des soucis ou avec les associations. Etc. Voilà. Ok. En tout cas, Amina, ça me parle parce que chez ma maman, il y a beaucoup de magazines Amina. Amina, bah voilà, Donc, c'est ça. Et bah tu vois, il y en a un dans lequel j'apparais, ça devait être en 2016, je crois, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. À côté de tout ça, il y a la femme sportive aussi. Ouais, moins. Oui, moins, mais... Mais ouais. Comment le sport est entré dans ta vie? Au collège. D'accord. Avec les copines. Ok. J'ai suivi les copines, je sais plus trop comment, le basket. Je crois que ça devait être la grande sœur de ma copine Jeanne, Philo, qui a commencé. Et puis nous, on est arrivés un peu derrière. Et puis en fait, il y avait plein de copines du collège. On a accroché. On avait un super groupe. Et puis voilà, on avait une équipe sympa. Ça faisait une activité sportive. À l'époque, on n'avait pas les smartphones. On n'avait pas... Enfin voilà, soit tu étais dehors avec les copines ou à la maison en train de lire les magazines ou au sport. Nous, on était au basket et en fait, c'était génial, quoi. Enfin, on a accroché tout de suite. Moi, au début, je touchais pas l'arceau, hein. J'étais toute petite, toute menue. Je me souviens la première fois qu'on m'a fait shooter avec un ballon de basket. C'était compliqué. Et puis, on avait un super entraîneur. Et le club, c'était un petit club familial, ça se passait bien, il y avait des copains, il y avait des copines, et en fait, c'est resté. Et puis, on a vieilli avec ce sport, avec les copines. Il y en a certaines qui ont arrêté, il y en a d'autres qui ont continué, et c'est devenu en fait un espèce de fil conducteur dans ma vie, jusqu'à récemment où j'ai décidé d'arrêter, quoi. D'accord. Et donc, ce fameux premier club, c'était à Couronne? Petit Couronne. Ouais, Petit Couronne. Petite équipe tranquille, petite collégienne. Voilà, on allait jouer à la campagne, à Yerville. Moi, je découvrais des bleds. Buchy, eux ils nous connaissaient pas, nous on les connaissait pas, c'était des mondes différents, mais il y avait le basket, quoi. Oui, qui unit tout ce monde-là. Qui liait tout ce monde-là, donc tu apprends le goût de la compétition, l'envie de gagner, l'esprit d'équipe, mais aussi la défaite, les contrariétés, le racisme, parce qu'à l'époque, c'était assez facile de se faire insulter dans certaines campagnes que je ne citerai pas. On a parfois été insultés, mais on était toujours protégés par les parents qui nous accompagnaient, les entraîneurs. Voilà, donc j'en garde que du positif. Moi, le basket, vraiment, aucun regret. La vie aurait été un peu plus triste sans le basket. Ouais. En plus, tu dis, bon, t'es arrivée, t'étais toute menue, t'as commencé comme ça, mais bon, faut dire que t'es pas restée comme ça, parce que t'as monté le niveau. Ouais, bon après, j'ai jamais été une grande joueuse de basket, hein, mais comme il fallait que je compense, et comme j'étais petite,
Je le suis toujours d'ailleurs. Il a fallu compenser. Je me suis plutôt concentrée sur les shoots longue distance et puis sur la rapidité en fait. Et tu te rends compte que en fait, une faiblesse peut devenir un avantage d'un autre côté. Et je pense que ça, ouais, le basket te l'apprend, peu importe ton niveau, peu importe que tu joues en national ou en petit niveau régional. Voilà, nous, je pense qu'on a commencé comme tout le monde. On jouait, je pense que quand on était minime cadette, à l'époque, on disait minime cadette, on devait avoir un niveau régional, parce que je nous revois aller jouer au Havre ou des choses comme ça. Donc, on était quand même plutôt pas mal. Ouais. Donc, on rencontrait de belles équipes, même des équipes où, avec certaines nanas, on devenait copines. Donc, tu vois, c'était vraiment très, très sympa. Tu vois, je nous revois nous lier d'amitié avec des filles de Netreville. Tu vois, c'est improbable. Ouais. Des filles de Petit Couronne qui deviennent copines avec des filles du 27 à Netreville. Il n'y a que le basket qui pouvait nous rassembler. Sinon, on ne se serait jamais croisés en vrai. Donc, voilà. Et puis, non, c'était vraiment, vraiment top. Et puis, j'étais plutôt la petite joueuse de l'ombre, un peu hargneuse. J'aimais bien défendre. En fait, je compensais. Comme j'étais pas une scoreuse, on me confiait des missions où il fallait aller embêter telle ou telle joueuse, etc. Et voilà, ce qui faisait que j'avais pas une super réputation parce que j'étais plutôt pas très sympa je l'avoue, j'étais pas la nana la plus cool et la plus fair-play sur un terrain de basket, mais en dehors j'étais gentille. Mais non, ouais, plutôt à compenser et à essayer d'aller chercher aussi sa place. Voilà, donc non, c'était cool. C'était très très belles expériences, de belles équipes. J'ai joué avec des joueuses qui, elles, ont joué à des super niveaux, donc beaucoup de fierté pour ça. Monter aussi des niveaux, des fois, où je me souviens d'une année où à Grand-Quevilly, je crois que 3 années d'affilée, on finissait première du championnat et on montait tous les ans. Enfin, tu vois, c'est super, quoi. Donc, non, c'était un petit pincement au cœur d'arrêter, mais voilà, c'est une très, très belle expérience. Ouais, puis je pense que ça se rejoint un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, lorsque tu expliquais que tu étais plutôt une suiveuse au début, et puis en fait, en arrivant au collège et après au lycée, tu t'es affirmée, et je pense que le basket, c'était à peu près aussi dans ces années-là. C'est ça, Donc c'est pareil, ça t'a forgé aussi le caractère. Ça forge, et puis à ce moment-là, en plus au lycée, j'avais plus de confiance en moi, donc j'avais un petit shoot à 3 points qui était plutôt cool, où vraiment j'avais mes repères et je pense que ça me suffisait, tu vois, j'étais contente. Je pouvais pas aller attaquer quand il y avait des nanas qui faisaient 2 têtes de plus que moi, mais j'avais ce petit truc-là qui pouvait parfois faire la différence et du coup, effectivement, ça entrait dans l'accomplissement de soi et dans le fait de s'affirmer, d'avoir quelque chose. C'était vraiment... puis c'était le petit rendez-vous, quoi. Quand tu es au basket 2 à 3 fois par semaine, plus le week-end, tu t'ennuies pas, en vrai. Tu es tout le temps en train de penser à autre chose. Et moi, j'ai toujours dit, quand tu es dans un gymnase, tu n'es pas dehors à traîner dans la rue. Donc, en fait, le basket, ça nous a toujours canalisé. Et je pense que ça a aussi fait partie du fait que ça pousse à réussir. Enfin, voilà, les sports co, je pense que là-dessus, ça apporte beaucoup dans la construction d'un enfant, en fait. Donc, non, moi, j'en suis très reconnaissante à ce sport et aux personnes que j'ai rencontrées dans ce sport parce que ça a amené du piment dans cette vie qui aurait pu être un peu plus fade. Et là, en fait, non, le basket, c'était... Le basket normand, en plus, c'est un petit village. Tout le monde se connaît. Non, c'était cool. Les équipes se rencontrent souvent. Les équipes se rencontrent souvent. Il y a des petites rivalités, mais il y a plein d'amitiés qui se forgent. Et ça, c'est cool aussi, quoi. Bah oui, puis en plus, ces amitiés-là, au début, c'était coéquipières, mais c'est devenu tes amis. C'est ça. Ouais, complètement. Non, mais c'est ce qui est bien dans le sport, en fait. C'est génial. Tu réunis des gens d'horizons différents sur le même terrain. Qui ne se seraient peut-être pas croisés. Voilà. C'est ça. Et donc, toutes ces activités-là, moi, on m'a posé des questions, on m'a dit, mais demande-lui. Demande-lui quoi? Comment elle concilie sa vie de famille avec le sport, avec la politique, le boulot de prof, sa vie sociale. Non, mais comment elle fait? La famille, c'est la base. Mon conjoint, qui, quand je suis pas là, c'est lui qui gère.
qui s'adaptent énormément. Mhm. Et c'est pas toujours facile parce que finalement, quand il y en a un des deux qui est hyper occupé, parfois l'autre est obligé de s'adapter et il y a des concessions à faire. Et donc le conjoint, ça c'est clair, net et précis. Après, moi, quand j'ai commencé en politique, j'étais maman seule. Donc là, je parle d'actuellement. Effectivement, mon conjoint y était pour beaucoup. Mais sans ma mère et mes sœurs, bah clairement... tu peux pas, en fait. Donc, ouais, mes sœurs, ma mère, elles ont élevé Aïssé avec moi, en fait. Et ça, je pense que ça y est pour beaucoup. Les copines aussi, tu sais, t'as toujours une copine qui est dispo pour garder ta fille, mais en même temps, tu lui laisses les yeux fermés parce qu'elle la connaissent depuis qu'elle est tout bébé. Et que... ouais. Enfin, voilà, c'est la famille. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Très important. Ouais, très important. Le socle. C'est le socle. Et en fait, sans la famille, je pourrais pas. J'aurais pas pu faire tout ce que je fais. Après, c'est une espèce de gymnastique intellectuelle. Hein. On s'arrache les cheveux. Hein. Moi, je suis tout le temps sur mon téléphone à regarder. Là, j'ai tel rendez-vous. Après, je dois être à tel endroit. Et après, je dois être à tel endroit. J'ai jamais été aussi en retard dans ma vie. Parce que je suis tout le temps en train de combiner plein de rendez-vous perso, professionnels, politiques, etc. Et en fait, des fois, tu te rends compte que tu peux pas être partout. Donc, des fois, tu es un peu partout et nulle part à la fois. Mhm. Donc, il y a une phase un peu frustrante quand même où tu te dis, en fait, je sers à rien. Je sers à rien parce qu'en fait, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Ou je suis pas là jusqu'au bout. Ou, tu vois, Des fois, tu as l'impression d'être pas impliqué à 100%. C'est ça. Tu fais des sacrifices. Après, moi, j'ai toujours dit, ma priorité, c'est pas la politique, c'est mes enfants et mon travail. Parce que, voilà, à un moment donné, on me confie aussi une mission, celle de transmettre un savoir. Les élèves sont toujours passés avant mes réunions ou autres. Je combine, des fois, il m'arrive d'être absente Oui. pour le département ou les choses comme ça, mais les élèves restent quand même ma priorité. D'accord. Je sais aussi que tu fais du sport, tu fais encore un autre sport là. Ouais. Chez Aymen, Oui, chez tout coach à fait. Aymen. Tout à fait. Je suis coachée par Aymen depuis bientôt 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises. En fait, c'était suite à une rupture du tendon d'Achille au basket. En fait, j'ai été blessée et arrêtée pendant très longtemps. Il fallait que je rééduque mon tendon d'Achille. Et une certaine amie, Lydia Gomis, m'a dit il faut que tu ailles chez Aymen, tu vas voir, il fait des miracles. Et effectivement, il fait des miracles parce qu'il m'a redonné confiance en moi, il m'a donné goût à l'effort, un autre effort que celui du sport co, parce que c'est l'effort en sport collectif, tu le partages. Oui. L'effort individuel, c'est autre chose. Et en fait, ça m'a donné envie de revenir plus forte au basket. Ça m'a redonné confiance en moi. Et puis, pareil, là, tu fais des belles rencontres. Tu vois qu'il y a des projets qui se forment. Tu rencontres des jeunes, des moins jeunes, des gens de tout horizon, des cadres, des pas cadres. Enfin, voilà, c'est top, quoi. Et du coup, c'est ce petit truc en plus, là, ce petit challenge en plus que je me suis rajouté là depuis quelques temps et qui m'apporte beaucoup. Ouais, Ouais, parce que là, depuis, t'es remise, mine de rien. Ouais, mine de mais rien, t'es je suis toujours remise, là-bas. mais j'y ai pris goût et Oui. je suis restée. Et je suis restée beaucoup aussi pour l'ambiance, mine de rien, parce que quand j'y vais souvent à reculons. Il le dit tout le temps, Aymen. Hein, t'es tout en train de râler, t'es tout en train de te plaindre. Mais en fait, quand je repars avec le sourire. Mhm. Et ça, c'est cool. Donc, tant que je peux me le permettre, voilà, je continue, j'aime bien. Pareil, il y a un petit groupe de copains-copines là-bas. C'est cool, j'aime bien. Bon, et puis, Et c'est un pro. Il est pro. Il est pro dans ce qu'il fait. Il est pro dans ce qu'il fait. Il obtient les résultats quand on y met les moyens, parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Et vraiment, non, c'est un petit refuge supplémentaire, le studio d'Aymen. Donc, tu as bien récupéré. Ouais. Et puis, ça y est, maintenant... Ouais, j'ai mal au genou. Mais, mais tu vois, et puis il te lance des petits défis tout le temps. Tu vois, j'ai arrêté le basket. Ok, t'arrêtes le basket. Par contre, tu vas me courir le 10 km. Donc là, tu vois, il me prépare pour le 10 km. Okay. Des petits trucs comme ça. Il te parle dans l'oreille, il te dit, tu vas faire un Aerox, Non, je vais pas faire d'Aerox. Si, tu vas faire un Aerox. Ok, peut-être que je m'inscrirai à un Aerox. Tu vois, c'est que des trucs comme ça tout le temps. Et en fait, il y a ce côté un peu défi qui est cool. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est un Aerox ? C'est un cauchemar. Ouais, j'ai peur de dire une bêtise parce que j'en ai pas encore fait, mais en gros, c'est une variante du CrossFit
Mais niveau plus quand même, parce que en gros, si je comprends bien, tu as un circuit où tu as 8 fois 1 kilomètre à courir. Et en fait, entre chaque kilomètre parcouru, tu as des espèces d'ateliers où tu vas faire du wall ball, des burpees, enfin voilà, plein d'exercices cauchemardesques. Donc en fait, c'est pareil, c'est du dépassement de soi. Alors, tu as différents niveaux. Tu as le niveau pro, tu as le niveau amateur, tu as le duo mixte, duo homme, duo femme, individuel femme, individuel homme. Enfin voilà, tu as plein de variantes. Et tous ces gens-là, venus de partout, se retrouvent dans des lieux d'exception et font ça pendant 1h30, 2 heures, je sais pas. Voilà. J'ai pas encore goûté à ça, mais je pense que ça fait mal. Ouais. Donc, premier défi, ça sera les 10 km de Rouen. Ouais, au mois de septembre. Ouais. Donc là, tu es en pleine prépa. Ouais. Ok. C'est dur. Ça se passe... Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. J'ai mal aux genoux, j'ai toujours un truc qui va pas. Mais ouais, j'ai envie de le faire. J'y crois. L'idée, c'est de le faire en moins d'1 heure. J'espère. Ok. On verra. Motivé. Motivé. On va essayer. Bon, c'est bien. Et puis, je pense que dans tout ça, là, parce que des fois, je pense qu'en politique, les gens, ils viennent t'amener des problématiques. Ouais. Donc, des fois, c'est pas forcément simple. Tu te retrouves devant des sujets qui peuvent être un peu durs et tout. Tu es obligé de trouver une solution ou quoi. Et les cours à préparer, à assurer devant les élèves, tout ça. Et je pense que le sport, c'est un équilibre. C'est ça. C'est un échappatoire, un exutoire. C'est un moment pour soi, en fait. Et du coup, quand tu es au sport, tu lâches un peu prise sur tous tes problèmes ou sur toutes tes contraintes et tu te concentres sur toi. Tu le fais pour toi. Et du coup, c'est hyper important. Je pense que c'est pour plein de choses. La santé, le côté mental, la santé mentale aussi. Ouais. Vraiment, je pense que sans sport, ce serait triste, quoi. Oui, c'est important d'avoir son moment à soi. C'est ça, tout à fait. Faut savoir penser à soi. Et pas s'oublier. Oui, important. Clairement. Ouais. D'où le podcast I Am. Je suis, c'est moi. C'est ça. Non, c'est vraiment le leitmotiv. À chaque fois, de se dire, ok, je fais des choses pour les autres, mais au final, on vit aussi pour soi. Une vie qui nous est confiée jusqu'à on ne sait pas quand. Il faut en prendre soin et il faut faire les choses comme on l'entend et comme on espère atteindre certains objectifs. C'est un petit équilibre à trouver entre toutes ces situations. Quelle vie. Mais il y a des vies beaucoup plus passionnantes. Non, c'est très passionnant et c'est très motivant. Mais pas de regret. Pas de regret. En fait, il faut toujours se dire pas de regret. On fait pas. Moi, j'ai toujours dit la politique, ça s'arrête demain, c'est pas grave. Si demain je suis plus prof, je ferai autre chose. En fait, il faut toujours se dire, il faut rebondir. Faut penser à la suite et pas rester bloqué. Mais je reste quand même quelqu'un de très prudent dans la vie de tous les jours. Je dis ça là maintenant, c'est facile, mais c'est pas toujours simple de sauter dans le vide et de se dire allez. Je suis pas le genre de personne à dire je prends mon sac à dos et je m'en vais 1 an faire le tour du monde. Clairement, je suis pas du tout ce genre de personne. Et puis, on n'a pas dit, mais la petite Aïssé, là, ta fille, est-ce que tu la suis aussi ? Il faut la suivre, la petite. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, Aïssé, elle fait du judo depuis l'âge de 5 ans. Petit sport, tu sais. Au début, tu cherches un sport pour tes enfants. Puis, t'es content parce qu'en maternelle, le judo, tu peux commencer. Donc, elle a accroché tout de suite. On leur apprend la discipline, le code moral du judo. Il y a plein de petites animations, pareil, à Petit Couronne, dans un petit club familial, avec des super éducateurs. Et en fait, à côté de ça, elle a fait un peu de basket, mais à un moment donné, c'est devenu compliqué. Elle pouvait plus faire les deux. Elle a même fait du foot. Mais le judo, c'est resté son truc depuis l'âge de 5 ans. Et en fait, il s'avère qu'Aïssé, elle est plutôt pas mal au judo. Donc, elle est entrée au pôle Espoir de Rouen, qui est devenu pôle France maintenant d'ailleurs. Et voilà, donc elle fait des grosses compètes. Elle fait partie des 10 premières françaises de sa caté, je crois. Bravo, quand même. Ouais, quand même. Ah, et l'année dernière, elle nous a quand même ramené une médaille de bronze au championnat de France Espoir cadet. Voilà, donc ça bouge bien. Ça bouge, et il faut la suivre parce que c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de compètes, c'est loin. Et en fait, je la sacrifiais un peu là-dessus parce qu'en fait, elle est très bien encadrée. Il y a les éducateurs, il y a toujours quelqu'un pour l'emmener, il n'y a jamais de souci. Mais en fait, de ne pas voir son enfant sur les tatamis réaliser ses
ses exploits, c'est toujours un peu frustrant. Donc le fait d'arrêter le basket, c'était aussi une occasion pour moi de pouvoir suivre ma fille qui, elle aussi, maintenant s'épanouit grâce au sport. Oui. Et ça, c'est cool. Donc une gamine bien occupée, mais du coup qui est très disciplinée par ce sport. Et moi, ça m'impressionne. Je trouve que dans le judo, il y a ce truc qui fait que tu as des gamins qui sont quand même plutôt humbles dans la réserve et qui ont le goût de l'effort individuel. Et à côté de ça, il y a les cours, il y a les copains, les copines, la famille. Non, c'est sympa de voir ces enfants évoluer comme ça, c'est cool. Ouais, donc là, il faut rappeler que là, tu as mis un terme à ta carrière de basketteuse. Entre guillemets. Voilà, pour basket que tu as pratiqué pendant... 30 ans, du 30 coup. ans, 30 voilà. ans, ouais. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces activités-là, il fallait que tu en enlèves une pour pouvoir suivre ta fille. Quand même, c'est ça. Et le basket, du coup, je l'ai enlevé beaucoup pour ça. Et en fait, je suis carrément contente parce que j'ai hâte de pouvoir l'emmener. Je l'emmenais déjà beaucoup sur ses compètes et tout. Mais là, tu vois, ça va être l'occasion. Tu vois, par exemple, le championnat de France, c'était à Clermont-Ferrand. J'ai pas pu y aller, tu vois, j'y étais pas parce que j'étais retenue sur d'autres obligations politiques. Et du coup, c'est quand même triste de se dire, ta fille, elle ramène une médaille au championnat de France et en fait, t'es pas là. Donc, tu partages avec les copains sur les réseaux et autres, mais t'étais pas là, tu vois. Donc, elle a des objectifs, elle veut les atteindre et je pense que de savoir que sa famille est derrière elle dans les tribunes, ça va apporter quelque chose au mental. Donc, voilà quoi. Non, c'est bien, c'est bien. Cool. Bon, on arrive sur la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite. J'ai une autre question. Vas-y, dis-moi. Question de Olivia. Olivia. Ma copine Olivia. Voilà. Elle voulait savoir justement. Oui. C'est quoi les projets? Qu'est-ce qu'il y a pour la suite? Qu'est-ce que tu prévois? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour la suite, vraiment profiter des 10 prochaines années. Du questionnement sur la politique, je sais pas trop si je continue pas, on sait jamais en fait, tu vois, moi je pars jamais du principe que c'est acquis, donc voilà, à voir si je continue ou pas. Et puis le boulot de prof aussi, il y a du questionnement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire que ça, est-ce que je pense à autre chose pour la suite, tu vois, le boulot change, la relation avec l'institution est plus la même, on se sent moins soutenu, les élèves changent aussi, donc est-ce que j'ai envie de quand même continuer à être dans le système et à essayer de le faire bouger de l'intérieur, ou est-ce que je m'en vais et je fais autre chose? Rien n'est défini, Olivia. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Donc, tu es dans le questionnement. Ouais, je suis dans le questionnement. Ouais, toujours. Et je le serai toujours. En fait, jamais rien n'est arrêté. Je peux te dire ça aujourd'hui, je peux te dire que demain, je vais passer un autre concours et puis après-demain, te dire, non, finalement, je ne le passe pas. Tu vois, j'ai pas de... Très, très indécise. Et je reste un peu cette petite fille peureuse, en vrai. Elle est toujours là un peu quelque part. Elle est toujours là. Ok. En tout cas, j'ai noté qu'il y a les 10 km de Rouen dans 2-3 mois. C'est ça, le 27 septembre. Voilà, donc dans un futur proche, voilà, on peut mettre cet objectif-là. C'est ça, tout à fait. Et puis, continuer à suivre les copines, aller voir les copines jouer, prendre du temps, voir plus la famille. Tu vois, des choses que finalement, je ne m'offrais plus trop ces dernières années. Là, ça va être cool. Tu vois, en fait, mine de rien, je vais être plus détendue, moins de contraintes. C'est bien. Ça va le faire. Très bien, très bien. Ouais. Bon, écoute, Tako, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour le podcast IAM. Et puis, écoute, on te souhaite que du bon pour la suite. Merci. La santé, super on va essayer. important. Ouais. Et puis, je prendrai le soin de prendre des nouvelles et savoir avec plaisir. Ce que tu as prévu finalement. Avec plaisir, n'hésite pas. Mais vraiment, merci pour l'invitation. C'est cool parce que mine de rien, ça te permet de refaire un retour en arrière, tu vois, au fur et à mesure des questions, je me disais, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ah ouais. Non, c'est cool. Très, très sympa et vraiment, c'est un honneur d'être venu et d'y avoir participé. C'est cool. Bon, merci à toi. Je suis content que ça t'ait plu. Ouais. Merci d'avoir écouté le podcast IAM avec Tako aujourd'hui comme invité. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast IAM, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti.